Merci d'être là. Bonsoir. Avec l'évolution actuelle de la maladie dans le pays, j'ai envie de dire, que faites-vous? Où est-ce que vous êtes? Où sont les socio-anthropologues? Je crois que vous me posez la question avec un brin de provocation. Bien. En fait, les socio-anthropologues ont beaucoup travaillé sur la question. Et si vous vous souvenez bien, lors de mon dernier passage ici, nous avons anticipé sur beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler maintenant. À partir d'une lecture des sociétés et d'une lecture des dynamiques des épidémies. Une épidémie, surtout comme celle-là, elle suit un cours. Et suivant la réaction des pouvoirs publics, des systèmes et de la société, on peut détourner, atténuer ou bloquer le cours d'une épidémie. Et justement, les socio-anthropologues ont commencé par alerter pour dire que la réponse médicale et biomédicale sur laquelle on s'appesantit trop souvent, cette réponse n'est pas suffisante. Est-ce que vous avez trouvé une oreille attentive à l'endroit des gouvernants? Je précise ma question. Oui. Vous avez travaillé dans quel cadre? Bien, nous avons d'abord intégré le centre des opérations d'urgence à titre de bénévoles et de volontaires. Et ensuite, nous sommes intervenus dans les districts. Nous sommes intervenus à Touba, notamment pour anticiper sur les résistances et les révoltes. Et quel est le discours? Quel était le discours? Le discours, ce n'était pas d'abord un discours, c'était d'abord une recherche. Il fallait d'abord comprendre ce qui se passe. Comment les communautés voient ce qui se passe. Il fallait d'abord être à l'écoute des communautés. Il fallait d'abord surtout éviter de venir avec des solutions toutes faites qu'on va imposer aux communautés. Et sur la base de ces connaissances profondes que nous avons des communautés, nous avons rédigé. Nous avons rédigé un certain nombre de recommandations. Nous avons rédigé un certain nombre de plans stratégiques. Nous avons rédigé un certain nombre de documents qui pourraient aider à inverser le cours des choses. La mise en œuvre. Mais la mise en œuvre va poser problème. Pourquoi? Parce que quelque part, le système est formaté de telle sorte que... Quel système? Le système de réponse. Je parle du système de réponse, du système médical. Le système médical est formaté de telle sorte que il ne voit pas l'urgence, l'importance et la pertinence du travail des socio-anthropologues. Maintenant que nous avons parlé de l'engagement communautaire depuis le début de l'épidémie, avant même que le début de l'épidémie, parce qu'on disait que les médecins ne pouvaient pas résoudre cette question s'il n'y avait pas un engagement communautaire. Donc, à partir de ce moment, on avait tiré des signaux d'alerte par rapport à cette question. Et maintenant que tout le monde parle d'engagement communautaire, on ne peut pas remettre le concept en question. Mais l'engagement communautaire ne se fait pas sans recherche anthropologique. Comment est-ce que vous évaluez? Sans recherche socio-anthropologique. À l'observation aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez votre contribution jusque-là? Parce que là, on en arrive à un point où beaucoup de mesures ont été prises, mais on note quand même qu'il y a plus de cas, plus de morts, et les gens s'interrogent, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Absolument. Parce que quelque part, on n'est pas encore en train d'écouter les communautés. Parce que les communautés ont l'impression qu'on leur impose des solutions. Parce que quelque part, il y a un déni. Et si vous allez à la source des dénis, vous allez trouver que le déni, c'est une forme de résistance. C'est une forme de rébellion. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas, qui ne croient plus. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on dénie, c'est que quelque part, on veut dire quelque chose. C'est un cri du cœur. Pour dire quoi? Pour dire qu'on n'est pas d'accord sur la manière dont les choses se déroulent. Une défiance. On n'est pas d'accord, c'est un acte de défiance. On n'est pas d'accord sur la manière de communiquer. On n'est pas d'accord sur la manière de mobiliser les ressources et d'écouter. Quelque part, on ne nous écoute pas. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'échec de la riposte alors? Non, on ne pourra pas dire cela. Parce qu'il faudrait voir, dans toute situation, il y a des points forts et des points faibles. Et sur certains côtés, il y a des réussites, telles que les réussites médicales au début de l'épidémie. Mais au fur et à mesure que l'épidémie dépassait le stade médical, le stade de réponse médicale, nous avons un gap au niveau de la communication et nous avons des gaps au niveau de la mobilisation. Alors aujourd'hui, il y avait une stratégie au départ. Aujourd'hui, on parle d'évolution. Et beaucoup ont reproché aux autorités de n'avoir pas pu évoluer
en corrélation avec la montée de la pandémie. Aujourd'hui, dans la stratégie, est-ce qu'on doit réajuster ou bien changer totalement de cap? En fait, c'est un changement de paradigme. Au début, on a pensé qu'il fallait une réponse hospitalière. On a travaillé sur la réponse hospitalière. Il fallait une réponse de l'État très forte. On n'a pas vu qu'en fait, les communautés sont plus fortes que la réponse hospitalière et les communautés sont plus fortes que les réponses institutionnelles. On n'a pas vu ça. Alors maintenant, le changement de paradigme, c'est quoi? C'est partir du fait que le leadership doit appartenir aux communautés et que les réponses du système ou les réponses des institutions ne doivent être que des bras armés, des bras techniques au service des communautés. Mais c'est qui les communautés? Parce que le président de la République, le ministre, ils ont reçu pendant des semaines, voire des mois, tous les leaders d'opinion que nous avons dans ce pays, tous les porteurs de voix. Donc finalement, c'est qui les communautés? Alors, les porteurs de voix, les leaders rendent compte et négocient avec leur base. Ce qui fait que, suivant les situations, là où, ce qu'elles disent devant les autorités politiques et administratives, ce ne se traduit pas nécessairement par des actions de masse. En principe, ils ont une légitimité. Pourquoi? Parce que c'est la base, c'est les réseaux, c'est les organisations, c'est les communautés qui existent de tout le temps. C'est les relations sociales qui dictent, qui orientent ce que doit dire le leader. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que vous faites des Badjanogor, des imams, des chanteurs, des lutteurs, des danseurs qui ont été utilisés dans cette riposte-là? En fait, si vous dites Badjanogor, c'est un problème de représentativité non, ou bien? Si vous dites Badjanogor, danseurs, etc., qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train d'énumérer un certain nombre d'acteurs communautaires. Les acteurs communautaires... Censés représenter aussi des communautés? Non. C'est pas forcément. Représenter sur un certain point, sur d'autres, non. Il y a des dynamiques qui vont au-delà des acteurs. Entre l'action à base communautaire et l'engagement communautaire, c'est deux choses différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on appelle les leaders, les Badjen et autres, et on leur dit allez délivrer tel message à la communauté, faites de sorte que la communauté s'accapare de ces messages-là, alors qu'on ne sait pas comment la communauté elle-même voit ces messages. On ne sait pas comment la communauté elle-même voit l'épidémie. On ne sait pas comment la communauté organise ses ressources elle-même pour faire face à l'épidémie. On ne sait pas quelles sont les critiques que la communauté peut faire vis-à-vis de... Alors, dans ce cas-là, vous avez beau mobiliser les artistes, les Badjanogor et autres, et pour qu'ils répètent le même message, on arrive à un seuil de saturation où les gens ne veulent plus écouter ces messages. Ils sont censés avoir la bonne information parce qu'au niveau des communautés, il n'est pas dit aussi qu'ils ont les détails. Toute bonne information est relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'une information découle d'une analyse médicale, on la prend comme absolue, alors qu'elle ne regarde qu'un aspect de la question. C'est-à-dire que toute communication, toute réponse qui n'a pas une pluralité d'aspects, qui n'est pas construite de manière complexe, introduit des biais. Ça veut dire quelque part, cette réponse, ce message qu'on pense comme étant un message absolu, un message objectif, ce message apparaît comme tronqué parce qu'il ne voit pas la complexité de la réalité dans laquelle il se trouve. Donc il faut prendre ce message-là, il faut prendre cet élément-là, le mettre à côté de messages différents qui viennent de la société et travailler ensemble pour co-construire une réponse. Mais cette réponse communautaire, qu'est-ce qui nous dit que ce modèle peut aujourd'hui avoir des résultats escomptés? Oui, dès l'instant où les épidémies se déclarent dans les communautés et finissent dans les communautés. C'est un leurre, c'est une erreur que de penser que les réponses viennent d'en haut et les communautés suivent. Non, c'est là la principale erreur. Deuxièmement, historiquement, on a vu dans les cas des épidémies antérieures comment les communautés elles-mêmes ont résolu la question. Pourquoi? Parce que les communautés sont le lieu d'expression de résilience millénaire, de résistance très forte. C'est dans les communautés qu'il y a l'information, qu'il y a la connaissance, qu'il y a la mémoire collective qui permet aux gens de faire face à une épidémie. C'est justement cette résilience qu'il faut étudier, théoriser et articuler aux défis nouveaux. Justement, maintenant, est-ce qu'on aura le temps de théoriser? Parce que le président de la République aujourd'hui nous demande de vivre en présence du virus. Est-ce que ces communautés sont prêtes psychologiquement à faire face? En fait,
il faut séparer les choses. Vous avez d'une part le discours de l'État, que je respecte, et le discours des communautés. Il ne faut pas penser que le discours de l'État est le seul discours qui vaille. Non. C'est-à-dire, quand vous allez dans une maison et que le chef de famille vous dit, vous avez un étranger, parce que cette métaphore de l'étranger a été utilisée. Vous avez un étranger, on a beau essayer de le faire partir, il est là, cohabiter avec lui. Si la dame ou les enfants ne veulent pas de cet étranger, elles vont lui mener une guerre jusqu'à ce qu'il quitte. Donc, autant je peux comprendre le discours de l'État, en fait, pour dire qu'il faut reprendre les activités économiques. Parce que si l'économie sombre, si la société s'effondre, nous avons plus de vulnérabilité par rapport à la société. Donc, autant je peux comprendre cela, qu'il faut reprendre, relancer la... Est-ce que c'était un aveu d'impuissance? Non. Autant il faut comprendre cela, autant il faut compléter ce message en montrant que c'est par cette résilience, par cette reprise des activités qu'on combat le plus et le mieux le virus. C'est-à-dire on reprend les activités, non pas pour abandonner, mais on reprend les activités pour être plus fort et revenir sur le champ de bataille. C'est la question qu'il faut poser. Et deuxièmement, autant l'État peut faire ce raisonnement et développer une communication autour de cela, autant dans les familles, il faut développer une communication différente. Non, nous ne pouvons pas, nous allons le faire partir. Alors vous avez ce discours-là, qui est un discours qui peut être porté par les femmes, par les mères et par les enfants. Et si vous avez cette métaphore de l'étranger, l'étranger qui vient et qu'on ne veut pas qu'il reste, que l'épouse ne veut pas qu'il reste, que les enfants ne restent pas, il finira par partir. On a aujourd'hui une augmentation du nombre de contaminations. Il n'y a pas de nouvelles mesures prises, en tout cas pour contenir la maladie. Est-ce que là, quelque part, l'autorité n'est pas en train de responsabiliser les communautés dont vous parlez? Peut-être qu'il fallait commencer par ça. C'est-à-dire que si dès le départ, on avait dit, OK, ce sont les communautés qui vont donner la réponse. Et nous allons appuyer ces réponses qui viennent de la communauté. Que ce sont les familles qui vont se transformer en première ligne, en espace de première ligne. Parce que c'est dans les familles que se passent la plupart des contaminations au niveau international. Même en Chine et dans d'autres pays où vous avez une forte contamination de médecins et de personnels de santé qui sont morts, ou bien qui ont été contaminés, ils ont été contaminés moins dans les structures médicales que dans les domiciles. C'est dans les familles que se joue la contamination. Donc la famille est le principal lieu de lutte. C'est le principal espace. C'est les familles qui sont en ligne de front. Ce n'est pas l'hôpital qui est en ligne de front. Alors que jusqu'à présent, on a construit l'hôpital comme étant la ligne de front. Non. C'est quand la ligne de front de la famille cède qu'on arrive à l'hôpital. Alors, la responsabilisation, donner les capacités à ces familles, écouter ces familles, renforcer leur capacité de gérer les situations, c'était le premier défi et ce n'est pas encore trop tard pour le faire. Il faut le faire pour inverser Là où vous êtes aussi très sollicité et très attendu, c'est par rapport à l'après-Covid. On y est déjà, surtout par rapport au vivre ensemble, parce qu'on a noté aussi une stigmatisation qui a eu lieu. On a vu même des gens se liguer pour dire que telle personne ne sera pas enterrée ici. Quel discours maintenant par rapport à ça pour que justement ce lien, ce cordon-là ne soit pas impacté? La cohésion sociale. Et à la base de la cohésion sociale, il y a un concept très fort, c'est celui de l'empathie et de la compassion. À la base de ces éléments, vous avez la possibilité de construire une société forte par rapport aux épidémies. Si une épidémie se développe, c'est que quelque part, dans le tissu social, il y a un craquellement. Et ce craquellement au niveau de la tissu social est lié au fait que les concepts que cette société a développés, les concepts culturels, notamment ceux d'empathie, se mettre à la place de l'autre, ces concepts-là ont reculé devant quoi? Ces concepts ont reculé souvent devant la panique. Et qu'est-ce qui a causé la panique? C'est souvent le discours et le comportement du système. Quand vous allez venir comme on le faisait avant, maintenant les choses ont changé. Le système manque d'empathie? Le système ne montre pas suffisamment d'empathie. Il ne montre pas suffisamment. Quand vous descendez avec des personnes qui vont venir faire les prélèvements et qui sont encagoulés, etc., ils sont encerclés par les gendarmes, ils descendent dans votre quartier, où se trouve la confidentialité? Où se trouve l'empathie en plein jour, qui fait que le lendemain, tout le coin, tout le quartier va montrer du doigt cette famille. Donc, le système ne voyait que des aspects médicaux,
que des aspects techniques. Ils ne voyaient pas ces aspects sociaux, ces aspects de subjectivité qui permettent aux gens de résoudre les problèmes dans la discrétion et qui permettent aux gens d'avoir le courage de pouvoir faire face et d'être unis. Quand vous avez cet ensemble de protocoles qui rappellent ceux de Ebola, mais Corona, c'est pas Ebola. Donc ce qui était valable pour l'enterrement des gens n'était pas le même. Quand on n'a pas convoqué les instances de validation et d'humanisation du décès, du corps, parce qu'un décès, un mort, ce n'est pas juste un cadavre. C'est une personne qui est morte avec un ensemble de rites, un ensemble de considérations. Quand tout cela n'est pas vu situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Non, justement, l'exceptionnalité est aussi une construction médicale. Parce que la situation exceptionnelle, précisément parce que la situation est exceptionnelle, il faut de l'engagement communautaire. L'engagement communautaire, c'est devant une situation exceptionnelle, l'État dit aux communautés, moi je ne peux pas tout faire. Justement, face à une situation exceptionnelle aussi, il faut protéger les communautés et peut-être que c'est dans ce siège non, vous ne pouvez pas protéger les communautés contre la volonté des communautés. C'est là aussi un leurre. C'est les communautés qui se protègent elles-mêmes et vous les aidez. À partir du moment où nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle, ça veut dire s'asseoir, écouter, co-construire, réaliser ensemble, créer des dynamiques de développement. Les autorités viennent des communautés. Oui, mais les autorités ont été formatées. Est-ce qu'il y a une déconnexion? Oui, les autorités étaient formatées et les autorités utilisent un système qui est un système pratiquement international. C'est le système qui est enseigné par les sciences. Ça n'a pas été acclimaté. Il n'y a pas une acclimatation. Non seulement acclimaté, mais le système doit être remis en cause. Ce que Corona montre, c'est comme Ebola à un moment donné, c'est la faillite des systèmes classiques. C'est la faillite des réponses d'origine. Il faut réinventer un système. Il faut réinventer et ces réponses sont déjà préformatées. Par l'Occident et c'est le moment où les Africains doivent repenser l'ensemble de ces systèmes, doivent recréer ça en s'articulant avec leur patrimoine historique. Professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue. Merci également à Pape Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, retrouvez-nous à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci.